quand ces pays-là verront leur production divisée par 2, combien va partir pour servir leur propre population et combien va partir pour servir les importateurs de pétrole? La réponse, si on se base sur les pays qui ont déjà passé leur pic de production, c'est tout pour moi, rien pour les autres. La France importe 99% de son pétrole, on en produit un peu dans le bassin, dans la région de Fontainebleau, et l'Europe importe 97% de son pétrole. Donc je ne mets pas la Norvège et la Grande-Bretagne là-dedans. Donc on est à poil, quoi. En gros, on n'a rien. Alors cette abondance énergétique en Europe, elle est menacée. Nous avons en Europe, et je l'ai dit ce matin, donc là maintenant je vais vous le montrer avec des graphiques, parce que j'accepte de ne pas faire le consultant la moitié de la journée, mais pas l'autre moitié. Donc vous allez vous payer quelques planches. Donc ce que j'ai dit ce matin, c'est que l'approvisionnement énergétique de l'Europe aujourd'hui était déjà contraint à la baisse, quand bien même on ne se soucierait pas du climat. L'approvisionnement énergétique de l'Europe, aujourd'hui encore, est à 75% ou 80%, ça dépend comment vous comptez, final ou primaire, les fossiles. D'accord ? Donc l'énergie qu'on utilise en Europe, ou plus exactement l'énergie qu'on donne à manger à nos machines situées en Europe, parce que ce n'est pas vous qui buvez le pétrole, hein. Donc l'énergie qu'on donne à manger à nos machines situées en Europe est à 75-80% fossile. Fossile, c'est charbon, pétrole, gaz. Alors on va parler des trois. En ce qui concerne le pétrole, le monde, je dis bien le monde, a passé son pic de production sur ce qu'on appelle le pétrole dit conventionnel en 2008. Alors le pétrole conventionnel, c'est tout ce qui n'est pas le pétrole de roche-mère aux États-Unis, qu'on a coutume d'appeler en français le pétrole de schiste. Mais en fait, la véritable appellation, c'est pétrole de roche-mère. Et tout ce qui n'est pas le pétrole synthétique dérivé des sables bitumineux exploités au Canada. D'accord ? Si vous enlevez ces deux composantes de l'approvisionnement pétrolier, la production mondiale de pétrole est passée par un pic en 2008. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie dans un document qu'ils ont édité en 2018. Si vous regardez tout pétrole, ça il suffit de regarder les statistiques, en rajoutant le shale oil et en rajoutant les sables bitumineux, c'est 2018 à date. Donc pour le moment, on est toujours en dessous de pas 2019 avant le Covid, 2018. Et on a au Shift Project posé la question à 3 individus qui viennent du secteur pétrolier, dont l'ancien patron de l'exploration de Total et l'ancien patron de l'évaluation des gisements de chez Total. On leur a demandé de nous faire un pronostic sur la fourniture, sur la production, donc là ce qui allait sortir du sol. Hors toute contrainte climatique, donc on se préoccupe que des contraintes qui sont géologiques. Le fait que le pétrole, ça met 50 à 300 millions d'années à se former, et donc que ça ne se renouvelle pas au rythme auquel on l'extrait. Donc on a demandé sous seule contrainte géologique, qu'est-ce que les pays producteurs pourraient fournir en provenance de leur sous-sol? Et on a limité la question aux 16 premiers producteurs mondiaux, ou exactement aux 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada, qui sont par ailleurs les 16 premiers fournisseurs de l'Europe. Et vous avez la réponse qui est là. Donc vous avez la production passée de ces pays-là, qui démarre, là, comme vous le voyez, à gauche de ce graphique, là, et 1950. Vous voyez la vitesse à laquelle ça a augmenté absolument magistrale. Ça a été magistral. Les 30 Glorieuses, après-guerre, c'est du pétrole. Sans pétrole, il n'y avait pas les 30 Glorieuses. Il n'y avait pas la reconstruction française comme on l'a faite, etc. Tout ça n'existerait pas. Il n'y aurait pas les systèmes de retraite qu'on a aujourd'hui, qui ont été mis en place à ce moment-là. Il n'y aurait pas les congés payés augmentés, etc. Il n'y aurait pas eu les 35 heures. Tout ça n'aurait pas existé. Donc, vous voyez la croissance extraordinaire. Vous voyez que les chocs pétroliers correspondent à une rupture de dérivés. Donc, avant, ça croissait de 8% par an. Après, ça croît de 1% par an. Beaucoup plus lent. Ce que vous voyez, c'est que le maximum a été atteint l'année d'avant le Covid. On le voit un peu là. Et le pronostic que font les gens à qui on a demandé, c'est que d'ici à 2050, on devrait passer en gros de 50 à 25 millions de barils par jour. Dit en gros, c'est divisé par 2. Alors là, il s'agit simplement de la production des pays concernés. D'accord ? Il ne s'agit pas de leurs exportations. Or, la France importe 99% de son pétrole. On en produit un peu dans le bassin, dans la région de Fontainebleau. Et l'Europe importe 97% de son pétrole. Donc je ne mets pas la Norvège et la Grande-Bretagne là-dedans. Donc on est à poil, quoi. En gros, on n'a rien. Question. Quand ces pays-là verront leur production divisée par 2, combien va partir pour servir leur propre population et combien va partir pour servir les importateurs de pétrole? La réponse, si on se base sur les pays qui ont déjà passé leur pic de production, c'est tout pour moi, rien pour les autres. Eh oui, tout pour moi, rien pour...
Si je prends l'exemple du Mexique, alors j'en ai parlé ce matin, mais je vais le redire, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, si je prends l'exemple du Mexique, le Mexique a passé son pic de production en 2005. À ce moment-là, il exportait la moitié de sa production et il exploitait également à ce moment-là le 10e plus grand champ au monde, Cantarell, hein, un des super géants dans le monde. 15 ans après, il n'exporte plus rien. D'accord ? Sa production a été divisée par 2, sa consommation a un peu augmenté, il n'exporte plus rien. En ce qui concerne l'Indonésie, c'est pareil, l'Indonésie a passé son pic il y a maintenant longtemps, enfin son deuxième pic dans les années 90. 15 ans après, ils exportaient plus rien. Donc là, il y a un vrai risque que les importations de l'Europe ne soient pas divisées par 2 d'ici à 2050, qu'elles soient divisées par 10, par 15, par 20, je ne sais pas. Donc, confère la discussion qu'on a eue ce matin sur la façon de se déplacer en Bretagne sans voiture, à pétrole, on a intérêt à trouver la solution rapidement de toute façon, qu'on se fiche du climat ou pas. Parce que sinon, les gilets jaunes, c'est une plaisanterie en comparaison de ce qui nous attend. Alors ça va impacter à la fois l'appareil militaire en ce qu'il dépend des hydrocarbures, et ça va impacter la stabilité sociale, qui est un facteur de déclenchement de conflits possible. D'accord ? On en a 2 pour le prix d'un. Voilà, donc ça, c'est 2 facteurs d'instabilité qu'il faut avoir présent à l'esprit. Alors ce débat-là est très peu présent dans l'espace public pour une raison très simple, c'est qu'il s'organise sur la base de données privées. Pour mener à bien cette analyse, on a dû acheter une base de données privée. Il y a 3 gestionnaires de bases de données privées dans le monde. S'il y a des gens du secteur pétrolier dans la salle, ils connaissent, qui sont Wood Mackenzie, IHS et Reichstadt. Et ces bases de données, en fait, elles sont faites pour que les pétroliers sachent ce que font leurs petits copains. Voilà, c'est essentiellement à ça que ça sert. Donc ils sachent ce que leurs concurrents extraient comme pétrole de tel gisement, ont mis comme capex sur tel autre gisement, etc. Parce que, ça leur sert à jouer au Monopoly. C'est-à-dire, je t'achète un tiers de tel gisement, je te vends un quart de celui-là, etc. Donc il y a des tiers de confiance, quelque part, qui fournissent les données sur lesquelles tout le monde se met d'accord, qui est, il reste tant dans tel gisement, ça coûte tel prix de développer les infrastructures de production sur tel autre, il passe tant de pétrole par tel terminal pétrolier, etc. Et ces bases de données, le prix catalogue, c'est $100 000 par an pour y accéder. Bon, au Shift Project, on a eu ça pour moins cher. Et point qui intéressera l'audience dans cette salle, cette analyse-là nous a été financée, alors pour un petit ticket, ils nous ont donné que 7 000 €, mais c'était le prix de la signature qui était important par la DGRIS. Donc la Direction Générale de la Stratégie du ministère des Armées nous a cofinancé cette étude. Et on a fait une ressucée sur le gaz, c'est le cas de le dire, dont je vous montrerai les résultats juste après, qui nous a été cofinancée par les mêmes et par RTE. Voilà, donc on a été considérés comme des gens suffisamment sérieux pour qu'au moins on regarde ces chiffres-là. Donc là, c'est quand même un gros signal d'alerte. Et ce truc-là est totalement sous les radars dans le débat public français. Je ne sais pas qui dans la salle a déjà vu ce graphique et qui dans la salle était au courant de ce sujet. Mais à mon avis, pas grand monde. Et vous comprenez bien que ça structure totalement la réflexion qu'on doit avoir. Parce que quand vous regardez les infrastructures militaires, les bâtiments militaires et les programmes militaires, un programme d'aviation, c'est quoi, 50 ans? Babo, entre le moment où vous commencez à réfléchir et le moment où le dernier avion finit de voler. Et quand je dis 50, je suis conservateur, c'est peut-être plus. Hein. Pour un programme naval, on doit être dans les mêmes eaux. On compte en décennies. Vous voyez, donc, on ne peut pas faire abstraction de ce sujet-là quand on réfléchit à ce que seront les armées demain. On ne peut juste pas. Hein. Indépendamment du fait que, par ailleurs, on ne peut pas faire abstraction de ce sujet-là quand on réfléchit à l'équilibre social dans ce pays. Et en fait, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je pourrais vous faire une longue digression sur le fait que les troubles politiques qu'on commence, enfin l'instabilité politique et le clivage qu'on commence à observer un peu partout dans un certain nombre de pays industrialisés a un lien direct avec ça. Hein. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Si ça vous amuse, j'avais écrit, et ce n'était pas une considération de préférence partisane de ma part, j'avais écrit en 2011 dans Les Échos un article dont le titre était « Marine Le Pen, enfant du carbone ». Voilà. Je vous laisse imaginer ce que ça voulait dire.